En 2010, j'ai été violée par les rebelles tchékas. Un rebelle qui s'appelle au nom de Tchéka. J'ai été violée, même en ma présence de mon fils. J'étais violée en présence de mon fils. Les femmes elles vivent une vie difficile puisque chaque fois on viole les femmes par les hommes à uniforme et par les soldats du gouvernement. Il y a de l'impunité. Voyez-vous, mesdames, est paru au cinéma en fin d'année 2025 le film Muganga. Muganga signifie en swahili « celui qui soigne ». Il faut savoir que le swahili est une langue qui est extrêmement répandue en Afrique et qui va être parlée au niveau notamment de la Corne de l'Afrique, ce qu'on peut appeler l'Afrique nilotique, ainsi qu'en République démocratique du Congo et l'Afrique australe. Donc il y a vraiment énormément de pays en Afrique qui parlent le swahili. Et donc ce film Muganga, donc celui qui soigne, il nous illustre notamment les réalités que vivent de nombreuses femmes en République démocratique du Congo. Le conflit opposant donc la République démocratique du Congo et le Rwanda est un conflit qui dure depuis plusieurs années maintenant. Il y a de nombreuses réalités et surtout ces réalités des femmes qui sont notamment donc violées. Et voyez-vous, lorsque je suis partie voir ce film au cinéma, eh bien une question n'a cessé de me trotter dans la tête tout le long du film. Et je me souviens que j'étais partie regarder ce film avec ma sœur. Et dès que je suis sortie de cette salle de cinéma, eh bien j'ai posé la question à ma sœur: pourquoi s'en prennent-ils aux femmes? Tout le long du film, je n'ai cessé de me poser la question: pourquoi s'en prennent-ils aux femmes? Pourquoi les femmes sont-elles leur cible? Pourquoi les femmes sont au centre notamment, donc finalement, de ce conflit de manière un petit peu, je dirais, délibérée en réalité. Et voyez-vous, lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai véritablement pris le temps de réfléchir un petit peu à tout ça, de réfléchir à cette réalité, parce que ce sont des réalités que certaines femmes vivent. Et personnellement, je me sens concernée par le mal-être des femmes, parce que je suis une femme. Et voyez-vous, parfois on se sent un petit peu déconnecté de certaines réalités que peuvent vivre certaines personnes, parce que nous ne vivons pas cette réalité-là. Jusqu'au jour où les autres, c'est nous. D'accord? Et je pense qu'il faut véritablement être sensibilisé à ça. Et je trouve que ce film est véritablement une initiative qui permet de véritablement mettre la lumière sur ce conflit qui dure depuis plusieurs années. C'est un conflit qui a malheureusement été extrêmement occulté, d'accord? Occulté signifie qu'il n'est pas mis à la lumière. Donc depuis plusieurs années maintenant que ce conflit dure, il n'a pas été mis à la lumière, il a été occulté. Voyez-vous, les acteurs principaux donc, de ce conflit, c'est donc le Rwanda d'un côté, ainsi que la République démocratique du Congo. Mais c'est un conflit qui, je dirais, n'oppose pas uniquement ces deux territoires, n'oppose pas uniquement ces deux pays. Il y a également d'autres pays qui sont eux aussi partie prenante intégrante de ce conflit, mais seulement qui sont un peu plus tapis dans l'ombre, qui sont un petit peu plus reculés pour justement ne pas être vus. Voyez-vous, eh bien malheureusement, eh bien la guerre, en réalité la guerre est un business. La guerre est un business parce que la guerre contribue à alimenter une économie. La guerre contribue à alimenter une économie mondiale et surtout une économie de certains pays. Et en particulier les pays qui sont des grands exportateurs d'armes. Parce que certains pays, voyez-vous, ont tout intérêt à ce que le chaos puisse régner dans le monde. Certains pays ont tout intérêt à ce que la guerre puisse continuer à se perpétuer année après année et génération après génération parce que la guerre est un business qui alimente une économie. Et lorsque tu es un pays qui est un exportateur d'armes, tu as tout intérêt à ce que la guerre puisse continuer parce que cette guerre alimente ton économie. Voyez-vous, j'ai toujours été extrêmement intéressée par toutes les questions notamment géopolitiques et en matière donc de droit international. Et j'ai suivi avec l'Organisation des Nations Unies, leur office drogue et criminalité, une formation justement au sujet du blanchiment d'argent, de la corruption en Afrique et de plein d'autres sujets. Et je vais d'ailleurs vous montrer mon petit diplôme. Et donc je peux vous montrer mon petit diplôme donc, que j'ai obtenu de l'Organisation des Nations Unies, leur office drogue et criminalité. Et véritablement, voyez-vous, j'ai toujours été extrêmement touchée par la cause des femmes. C'est pour ça que j'en fais véritablement mon cheval de fer, parce que je pense que les femmes sont souvent, lors des conflits, voyez-vous, sont souvent au cœur malheureusement d'une stratégie militaire bien pensée afin de détruire toute une génération.
Donc pour revenir à mon propos initial dans lequel je vous expliquais que tout le long de ce film Muganga, je n'ai cessé de me poser la question pourquoi s'en prennent-ils aux femmes? Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris le temps de réfléchir, le temps de véritablement prendre un petit peu de recul par rapport à ça et par rapport à ces réalités. Et voyez-vous, j'ai toujours tendance à penser que les hommes sont forts, mais que les femmes sont puissantes. D'accord? Les hommes sont forts, les femmes sont puissantes. Et il y a une différence entre la force et la puissance. Et c'est justement pour cette raison que ces groupes armés, que ces milices s'en prennent aux femmes, violent les femmes, violent leur intégrité physique, leur dignité humaine, mais également leurs entrailles. Parce que lorsqu'on viole une femme, on est en train de délibérément violer les entrailles de cette femme. Et vous savez, les entrailles d'une femme, c'est ce que la femme a de plus sacré. Les entrailles d'une femme, c'est ce que la femme a de plus sacré. Et alors que je me posais cette question, pourquoi s'en prennent-ils aux femmes? Je me suis simplement dit, mais c'est tout logique en réalité. C'est parce que ce sont les femmes qui perpétuent la lignée. Ce sont les femmes qui perpétuent la lignée, ce sont les femmes qui perpétuent l'héritage. Donc lorsqu'on veut détruire toute une génération, eh bien on s'en prend à des points stratégiques, à des personnes stratégiques pour pouvoir détruire la lignée, pour pouvoir détruire la patrie et surtout pour pouvoir détruire l'honneur d'un peuple. Et voyez-vous, cette question d'honneur, elle est extrêmement intéressante parce que l'honneur, c'est quelque chose de très très important. Et voyez-vous, surtout dans nos traditions africaines, la femme représente l'honneur, d'accord? La femme représente l'honneur. Et lorsque des milices armées violent des femmes, tirent dans leur vagin, les violent délibérément, et ce devant leur famille, devant leurs frères, devant leurs maris, devant leurs enfants, et j'en passe, on est en train d'envoyer un message tacite à ces hommes de ces communautés, de cette communauté notamment congolaise ici en particulier. Voyez-vous, le message tacite qui est renvoyé ici par ces milices et par ces groupes armés lorsqu'ils commettent de telles atrocités sur les femmes, le message tacite et implicite qui est envoyé là aux hommes, c'est « tu n'as pas su protéger les tiens ». Tu n'as pas su protéger tes femmes. Tu n'as pas su protéger ta patrie parce que ce sont les hommes qui sont les gardiens de la patrie. Voyez-vous, en temps de guerre, de bruit de guerre et des menaces de guerre, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette phrase qui dit « les femmes et les enfants d'abord ». D'accord? Les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi dit-on cela? Pourquoi dit-on les femmes et les enfants d'abord? Parce que les femmes et les enfants doivent être mis en sécurité. D'accord? Les femmes parce que ce sont elles les gardiennes de la maternité. Ce sont elles les gardiennes véritablement des générations futures parce que c'est par leur portail notamment, donc au niveau de leur utérus, qu'on manifeste des âmes sur la terre. C'est par l'utérus des femmes que les âmes, que les générations peuvent pouvoir être engendrées sur la terre. Et donc lorsqu'on s'en prend aux femmes, on est en réalité en train de s'en prendre à toute une génération, toute une patrie en réalité. Et les enfants, pourquoi doit-on mettre les enfants en sécurité? Eh bien parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, notamment, la population, elle est extrêmement jeune. Elle est extrêmement jeune. Donc, les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Si je traumatise les enfants d'aujourd'hui, eh bien, je suis en train de traumatiser également les adultes de demain. Et c'est tout l'intérêt qu'ont ces milices et ces groupes armés de venir s'en prendre particulièrement aux femmes et aux enfants. Et le rôle des hommes, les hommes qui sont les gardiens de la patrie, c'est de protéger les femmes et les enfants. Et voyez-vous, je vous disais tantôt que la femme représente l'honneur. Donc lorsque ces groupes armés, ces milices s'en prennent aux femmes, ils sont en train de dire aux hommes, vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne pouvez rien contre nous parce que vous n'avez pas su protéger vos femmes, vous n'avez pas su protéger les vôtres. En d'autres termes, vos femmes et vos enfants. Et ça, véritablement, c'est extrêmement dévastateur pour un homme. C'est extrêmement dévastateur pour ces hommes qui voient ces réalités-là, qui voient leurs femmes, leurs filles, leurs enfants, leurs cousines, etc. être violées littéralement.
Et c'est extrêmement dévastateur parce que le sentiment d'impuissance est véritablement un sentiment qui castre un homme. Lorsqu'un homme se sent impuissant, il se retrouve dans une posture de vulnérabilité absolue parce qu'il se sent impuissant, incapable de faire quoi que ce soit pour aider ceux qu'il aime. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, lorsque ces groupes armés, ces milices s'en prennent aux femmes, ils sont en train de violer l'honneur des hommes, de violer leur honneur et de leur dire littéralement, eh bien, on balaie votre honneur du revers de la main, véritablement. Et ça, c'est extrêmement difficile pour une patrie, pour une communauté, parce que voyez-vous, les hommes sont les gardiens de la patrie. Et lorsqu'on viole littéralement les femmes, on est en train de violer également l'honneur d'une patrie. Vous me permettrez, j'ai allumé la lumière parce que je trouve que le ciel c'est un peu assombri, etc. Enfin, bref. Voyez-vous, un des autres moyens qui va être extrêmement utilisé également par les différents groupes armés, un des plus connus notamment dans la région du Nord Kivu, ça va être le M23, ça va véritablement être la politique de la peur. Voyez-vous, la politique de la peur, c'est quelque chose qui fonctionne énormément sur l'être humain lorsqu'on veut assujettir quelqu'un. D'accord ? Lorsqu'on veut assujettir quelqu'un ou un groupe de personnes, on commence, vous savez, par manipuler les émotions. Parce que nous sommes en vérité extrêmement régis en fait par nos émotions. Que ce soit l'émotion de l'amour, que ce soit l'émotion de la peur ou de la colère, c'est en réalité ces trois émotions-là par lesquelles nous sommes souvent régis. Nos choix sont souvent régis en réalité par ces trois émotions. Donc lorsqu'on veut commencer à assujettir un peuple, assujettir quelqu'un, on commence par avoir le contrôle sur ses émotions. Et une des émotions qui nous pousse véritablement à fuir, souvent ça va être l'émotion de la peur. D'accord ? L'émotion de la peur, c'est véritablement une émotion qui est très forte parce que vous savez, lorsqu'une personne a peur, cette personne elle est plus véritablement maîtresse d'elle-même. Lorsqu'une personne se retrouve dans un état où elle a peur, elle est véritablement extrêmement vulnérable. Et voyez-vous, je peux faire le parallèle notamment avec une réalité que nous, on a vécue ici en Occident notamment, donc dans les années 2020, lorsqu'il y avait la pandémie du Covid-19. Donc pendant le Covid, on était tous confinés chez nous et on était véritablement dans un état de peur. Voyez-vous, les médias savent extrêmement orienter en réalité l'opinion publique en fait. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais encore donc chez mes parents en 2020. Et il y avait tous les jours le décompte, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, il y avait le décompte de toutes les personnes qui mouraient du Covid-19 dans les hôpitaux, etc. Et donc ça permettait véritablement d'alimenter, de créer en fait, et d'alimenter la peur dans le cœur des personnes. Et donc on était véritablement, d'une certaine manière, un petit peu assujettis. De cette manière, lorsqu'on réussit à contrôler tes émotions et surtout à susciter en une personne l'émotion de la peur, on est en train d'une certaine manière en train d'avoir le contrôle en fait sur ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle je dis que l'émotion de la peur est une émotion qui rend véritablement la personne vulnérable, d'accord ? Et donc c'est en cela que nous on s'est retrouvés un petit peu dans un état, je dirais, où on avait peur, où on était vulnérable à beaucoup de choses en soi. Et c'est exactement les mêmes réalités avec ce que les femmes vivent en République démocratique du Congo. Lorsque ces groupes armés, ces milices, eh bien ils s'en prennent comme ceci délibérément aux femmes, eh bien, ils sont en train de susciter la peur dans le cœur des femmes, parce que voyez-vous, il y a de l'instabilité et les femmes sont profondément ancrées, les femmes aiment la stabilité. Donc, lorsque on vit dans un environnement où on est instable, on n'a pas la sécurité, on n'a pas la paix, on est dans la peur parce qu'on ne veut pas soi-même être violé, mais on veut encore moins que ses filles, ses enfants, ses amis, etc. puissent être violés. Donc on est véritablement dans un état de survie. Et voyez-vous, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que la partie de notre cerveau qui s'occupe de notre survie, c'est le cerveau reptilien, d'accord ? La partie de notre cerveau qui s'occupe véritablement de notre survie, c'est le cerveau reptilien. Donc lorsqu'on est dans un état de survie, eh bien tout, c'est un petit peu comme si, pour dire brièvement, pour grossir un peu les choses, c'est comme si toutes les autres parties de notre cerveau sont un peu en off, c'est-à-dire le cerveau, le cortex préfrontal, le cerveau limbique émotionnel, ils sont en off, afin de laisser véritablement s'exprimer le cerveau reptilien. Le but du cerveau reptilien, c'est véritablement d'assurer notre survie.
D'accord? Donc, lorsqu'on est dans la peur, eh bien, notre cerveau, il se met directement en mode survie. Et là, c'est le cerveau reptilien qui va chercher à nous sauver. Soit on va s'enfuir pour notre sécurité, ou soit on va trouver des moyens si on ne peut pas s'enfuir. Parce que, vous savez, s'enfuir, ça demande aussi des moyens. On ne peut pas s'enfuir comme on veut. Parce que si je m'enfuis, je vais aller où? Je n'ai peut-être pas de famille qui vit dans d'autres régions. Donc, il faut que je trouve un endroit où vivre. Où il faut que je puisse trouver, je ne vais pas vivre à la rue, enfin, etc. Donc, il y a plusieurs réalités. Parce que parfois, on pense qu'il suffit juste de s'enfuir pour ces personnes qui ont créé toute leur vie, notamment au niveau du Nord Kivu. Parfois, ce n'est pas juste une question de s'enfuir. Parce que lorsqu'on s'enfuit, on va aller où? On va vivre où? On va dormir où? On va se retrouver à la rue. Ma vie, je l'ai construite ici. Donc, à partir du moment où on me demande de m'enfuir, où est-ce que je vais? Et si je n'ai pas de famille? Et si je n'ai pas d'argent? Et si je n'ai pas ceci? Et si je n'ai pas cela? Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de réalités auxquelles ces personnes font face. Et ce n'est pas juste une question de s'enfuir, d'accord? Ce n'est pas juste une question de s'enfuir. Il y a tout plein de réalités qui rentrent également en jeu, qui vont aussi rentrer en compte et qu'il faut prendre notamment en considération, notamment dans ces cas de figure-ci. D'autre part, eh bien, voyez-vous, véritablement, eh bien, le viol détruit la femme au niveau émotionnel. Non pas seulement au niveau de son utérus, de son vagin, etc. Voyez-vous, la zone pelvienne de la femme, tout comme de l'homme aussi, mais particulièrement de la femme, est une zone extrêmement, extrêmement sacrée. Et vous savez, votre vagin a une mémoire. Et même votre utérus a une mémoire également. Donc tout ce qui se passe au niveau donc, de la zone pelvienne de la femme, eh bien la femme, le corps de la femme du moins, l'enregistre. Toutes les informations qui rentrent et sortent de cette partie même de votre corps, eh bien sont enregistrées par votre corps. Parce que votre corps, il a une mémoire. D'accord? Il a une mémoire. Et voyez-vous, donc au-delà de cette partie donc, de violation de l'intégrité physique, de l'intégrité sexuelle, eh bien, il y a aussi notamment une atteinte délibérée, notamment à l'âme de la femme. Parce qu'il se crée là un traumatisme. Et voyez-vous, le traumatisme, c'est véritablement quelque chose qui vient toucher au niveau de l'âme. Et lorsque ton âme est touchée, ton âme est endommagée, eh bien, ça crée notamment, je dirais, un dysfonctionnement au niveau de ta personne, au niveau de ta perception même de la vie, parce que tu as été endommagé. Et le viol vient endommager notamment le cœur de la femme, vient endommager sa vie, vient endommager sa vision même de la vie, vient endommager son corps parce qu'il y a également une violation même de ses entrailles. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, les entrailles d'une femme, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. On ne touche pas aux entrailles d'une femme. Les hommes qui violent les femmes, ils font une atteinte délibérément à la liberté sexuelle de la femme, mais également et surtout aux entrailles de cette femme. Et vous savez, le traumatisme, il s'inscrit au niveau notamment des gènes, d'accord? Le traumatisme, il s'inscrit au niveau des gènes. J'en ai fait une vidéo que j'avais appelée « Tu es peut-être en train de vivre ou de revivre la vie de ta mère sans le savoir ». Et véritablement, dans cette vidéo, j'allais extrêmement en profondeur sur tous les sujets, notamment de l'épigénétique, de la mémoire traumatique, des mémoires transgénérationnelles, etc. Parce que c'est des sujets qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur de partager parce que c'est extrêmement important. Parce que voyez-vous, certaines femmes, parfois, sont en train de vivre en réalité eh bien, les mémoires post-traumatiques en fait, de leur mère, de leurs ascendants ou des femmes de leur lignée sans même s'en rendre compte. Parce que parfois, la parole n'a pas été déliée. Et lorsque la parole n'a pas été déliée par rapport à certaines réalités que certaines femmes de nos lignées, nos ascendants ont pu vivre, eh bien parfois, eh bien, ça se répète comme ça de génération après génération, un peu à l'instar d'un fil rouge qui continue à traverser les générations. Et voyez-vous, le traumatisme, il s'inscrit au niveau de l'ADN. Lorsqu'une personne, elle est traumatisée, eh bien, ça s'inscrit dans son code génétique. Ça se transmet de génération après génération dans les gènes, d'accord? Parce que le traumatisme s'inscrit dans nos gènes jusqu'à 4 générations, d'accord? Les chercheurs disent que c'est jusqu'à 4 générations qu'un traumatisme peut être notamment perpétué. D'ailleurs, il y avait également une étude qui avait été faite à ce sujet.
par rapport à un groupe de souris notamment qui avait été mises dans une cage et on leur avait asphyxié avec un certain gaz, une odeur qui les avait traumatisées parce que c'était une expérience du coup traumatisante pour ces souris qui avaient vécu cette expérience-là. Et donc lorsque ces souris sont sorties de cette expérience, elles avaient développé un traumatisme rien qu'à la senteur même de cette odeur-là. Et on remarquait que les souris qui étaient donc descendantes directes des souris qui avaient vécu cette expérience, elles avaient cette même sensibilité avec cette même odeur alors qu'elles n'avaient pas subi cette expérience, alors qu'elles n'avaient pas eu en fait ce traumatisme face à cette odeur, mais pourtant dans leur comportement, elles agissaient exactement comme les souris qui avaient été traumatisées. Et c'est en creusant notamment sur cette expérience que les chercheurs ont pu découvrir qu'il y avait un lien direct entre le traumatisme et le fait que le traumatisme peut se perpétuer au niveau des gènes et surtout au niveau de l'ADN. Vous savez, parfois on en rigole, par exemple, des noirs qui ont peur des chiens, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes noires, notamment afro-descendantes, etc., qui ont une peur bleue des chiens. Et ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part parce que justement pendant l'époque coloniale, et je rappelle notamment que l'esclavage a duré 400 ans, donc 400 ans c'est énorme si on part du principe que le traumatisme il se perpétue de génération après génération jusqu'à 4 générations, ça veut dire que les personnes afrodescendantes en réalité eh bien, portent en elles une mémoire traumatique qui est extrêmement lourde, d'accord? Une mémoire traumatique qui est extrêmement lourde, tout comme les juifs avec la Shoah et tout comme plein d'autres peuples, notamment qui ont aussi subi des génocides. Comme moi, par exemple, j'ai de la famille qui est rwandaise, d'accord? J'ai une part de ma famille qui est rwandaise Tutsi. Et vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que le Rwanda a subi donc le génocide rwandais. C'est-à-dire que les Tutsis ont été génocidés par les Hutus du Rwanda. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh bien, les Tutsis, donc au Rwanda, ont fui le Rwanda pour aller donc s'installer notamment à la frontière avec la République démocratique du Congo. Après, s'en est suivi tout ce que s'en est suivi aujourd'hui. Mais initialement, c'est parce que les Tutsis étaient génocidés par les Hutus, parce que les peuples Hutus considéraient que c'était les Tutsis qui avaient le pouvoir en réalité au Rwanda. Et donc voulant renverser la tendance, ce qui s'est passé c'est que les Hutus ont donc décidé véritablement d'exterminer les Tutsis pour pouvoir récupérer par la force le pouvoir, d'accord? Et donc vous savez, tout cela, toute cette histoire, eh bien ça s'inscrit aussi au niveau des mémoires traumatiques véritablement d'un peuple. Et donc les personnes donc afro-descendantes ou noires de manière globale portent en elles en réalité une mémoire traumatique qui est extrêmement lourde. Et donc par rapport à la peur des chiens, les peuples, voilà, les colons, etc. occidentaux sont venus en Afrique pour venir esclavager donc les Noirs, etc., eh bien, ils n'étaient pas les mains vides. Ils ne venaient pas les mains vides. Ils se servaient notamment donc des chiens pour venir aussi exercer une peur sur les populations locales en Afrique. Et tout ça, notamment, ça crée aussi une peur face aux chiens, une mémoire post-traumatique face aux chiens. Et aujourd'hui, plusieurs générations plus tard, on remarque que mais c'est bizarre, pourquoi les Noirs ont toujours peur des chiens? Parfois, ça s'explique par les mémoires traumatiques que leurs ascendants, enfin du moins que nos ascendants ont pu vivre. Et donc je vous invite véritablement, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche notamment à l'épigénétique, aux mémoires traumatiques, aux mémoires transgénérationnelles, etc., j'en ai véritablement fait une vidéo que j'ai intitulée « Tu es peut-être en train de vivre la vie de ta mère sans même t'en rendre compte », d'accord, ou quelque chose comme ça, environ. C'est vraiment une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est une vidéo qui je trouve très importante et moi ma mission c'est vraiment d'éveiller les consciences féminines à leur identité, d'accord, à leur identité. Et vous savez, tant qu'on ne conscientise pas quelque chose, on ne peut pas s'en libérer. C'est pour ça que ma mission vraiment c'est la conscience, c'est de conscientiser les femmes quant à leur identité pour enfin pouvoir vivre une vie alignée avec notre nature. Et ce que j'apprécie beaucoup particulièrement avec le travail du docteur Denis Mukwege, donc le docteur Denis Mukwege, ça va être un docteur gynécologue notamment qui a une clinique au niveau donc de la ville de Panzi, donc en République démocratique du Congo, qui s'occupe donc des femmes. Il a véritablement pour cheval de fer et pour mission de s'occuper donc des femmes qui ont justement vécu ces violences physiques et gynécologiques, notamment
au niveau de la République démocratique du Congo et particulièrement donc à l'Est. Et ce docteur, ce qu'il va faire, c'est véritablement de restaurer la dignité de ces femmes. Et c'est ce qu'on voit véritablement donc, dans ce film Mugonga, qu'encore une fois, je vous invite véritablement à aller regarder pour éveiller votre conscience à ces réalités. Je pense qu'en tant que femme, on devrait se sentir concerné par les réalités des autres femmes également. Et d'ailleurs, je le rappelle, eh bien, le docteur Denis Mukwege, il a gagné le prix Nobel de la paix en 2018 justement pour son travail qu'il fait qui est vraiment extraordinaire et que je salue et que je respecte véritablement de tout mon cœur. Son cheval de fer, c'est véritablement de restaurer la dignité des femmes au niveau donc de leur corps, de les restaurer donc gynécologiquement parlant, il les opère pour pouvoir restaurer déjà leur corps, restaurer leur âme, leur esprit, d'accord? Ça, je pense que c'est extrêmement important pour ces femmes qui vivent ce genre de traumatisme, de violence. Eh bien, il est véritablement important de les restaurer. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne les appelle pas les victimes, il les appelle les survivantes. Les mots, vous savez, les mots ont toute leur importance. Le fait de ne pas appeler ces patientes des victimes, mais des survivantes, c'est très très fort. C'est véritablement très très fort parce que ça ne cristallise pas la patiente dans cette identité de victime. Dire survivante, c'est d'affirmer que tu as vécu un choc, tu as vécu quelque chose qui a été douloureux, mais tu as réussi à t'en sortir. Tu es une survivante. Cette chose aurait pu te tuer, aurait pu te mettre à terre toute ta vie et puis ça allait être ton identité. Je suis une victime. Ma vie s'est arrêtée parce que j'ai vécu une chose qui m'a traumatisée. Mais dire survivante, ça te met dans une posture d'autorité. Ça te met dans une posture de grâce. Ça te met dans une posture de j'ai réussi à m'en sortir. D'accord? Alors que la posture de victime, ça te cristallise dans une identité qui n'est pas la tienne. Parce que les femmes ne sont pas des victimes. Les femmes qui ont vécu ces traumatismes sont des survivantes. Elles ont réussi à outrepasser notamment ces douleurs, outrepasser ces traumatismes qu'elles ont vécus pour se positionner dans une posture d'autorité, dans une posture de survivante. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs dans le film, qu'ils ne puissent pas appeler ces patients des victimes, mais des survivantes. Et puis je me suis fait la réflexion, mais extraordinaire, incroyable, incroyable, parce que le terme survivante te place dans une posture de personne qui a vaincu, d'accord? J'ai vécu ça, mais j'ai vaincu. Et donc pour toutes les femmes qui ont vécu des violences, parce que vous savez, nous aussi ici en Occident, on subit aussi de nombreuses violences. Elles sont peut-être pas des violences comme en République démocratique du Congo, mais je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui ont vécu elles aussi des violences sexuelles, qui ont été abusées moralement, de manière physique aussi par des personnes, par des hommes, par des parents, par des tontons, par des oncles, par de je ne sais qui, etc. Mesdames, vous êtes des survivantes et vous êtes fortes. C'est la raison pour laquelle je dis que les hommes sont forts, mais les femmes sont puissantes. Donc rappelez-vous, mesdames, toujours de votre puissance, d'accord? Rappelez-vous de votre puissance, vous êtes des reines, vous êtes des reines. Et il est temps, mesdames, que vous puissiez retrouver votre dignité, retrouver votre couronne, retrouver votre dignité originelle que ce monde, malheureusement, extrêmement patriarcal, extrêmement archaïque, a essayé de vous voler. Les femmes sont au centre notamment d'une certaine haine et d'un certain mépris, d'un certain abattement parce que les femmes sont extrêmement fortes et puissantes. Quand on s'en prend aux femmes, on est en train de vouloir s'en prendre à toute une génération, à toute une postérité parce que les femmes sont les gardiennes des matrices et des postérités. D'accord? Donc rappelez-vous toujours de votre identité. Rappelez-vous toujours que malgré les situations difficiles que vous avez vécues dans la vie, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une survivante. Rappelez-vous que malgré les violences que vous avez pu vivre, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit des abus physiques, que ce soit des abus psychologiques, parce que de nombreuses femmes vivent ces abus physiques et psychologiques aussi ici en Occident. D'une autre manière, mais ces abus aussi existent. Vous êtes des survivantes, mesdames. Et rappelez-vous toujours de marcher avec honneur, avec dignité. Rappelez-vous que vous portez sur votre tête une couronne invisible, d'accord? Et qui se manifeste au niveau de votre aura, d'accord? Donc, mesdames, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces quelques instants avec vous. C'était véritablement une vidéo que je voulais faire pour sensibiliser les femmes et pour qu'on puisse se rappeler, mesdames, que nous sommes puissantes. Nous sommes extrêmement puissantes.
et que beaucoup de femmes sont en réalité des survivantes, d'accord? Nous sommes des survivantes, mais nous devons marcher en tant que femmes avec la tête haute, avec la conscience de notre identité, d'accord? La conscience de notre identité, c'est extrêmement important. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur cette safe place, je parle toujours d'identité féminine, d'énergie féminine, parce que c'est important d'éveiller les consciences féminines à ces réalités. Donc, mesdames, c'est un grand plaisir pour moi de passer ces quelques instants avec vous. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, à commenter parce que je vous attends en commentaire également, mesdames, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos parce que là, au mois de février, il y a une très belle liste de vidéos qui va apparaître donc, sur ma chaîne. Je suis en train de travailler sur ces vidéos-là. 2026, c'est l'année de la régularité sur YouTube parce que c'est véritablement ça qui m'a manqué jusqu'à présent, la régularité. Mais voyez-vous, j'ai une vie extrêmement chargée, j'ai beaucoup de choses à faire aussi, j'ai un travail aussi qui est très prenant. Mais en 2026, on va aller de l'avant. En 2026, on va atteindre nos objectifs. En 2026, on va impacter les femmes pour qu'elles puissent retrouver leur dignité originelle. D'accord? Parce que c'est ça ma mission. Donc, mesdames, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une très chouette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, mesdames. Je vous aime. Gros bisous.